Et là, j'invite maintenant Patrice Le Floch-Prigent et Philippe Bonichon à nous parler de la mort chirurgicale des 2 rois de France. On saute d'un sujet à l'autre. C'est le propre des communications libres. Voilà. Non, on a un petit changement de programme. Parce que M. Bonichon a une urgence. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, chers maîtres, ma communication est beaucoup plus prosaïque. Henri III et Henri IV sont 2 rois de France assassinés. La chose est rare. Quelle a été la circonstance exacte de leur décès? Était-il chirurgical? Et de nos jours, aurait-il été sauvé? Par le chirurgien, bien sûr. Henri III, roi méconnu mais qui est en cours de réhabilitation, est assassiné par arme blanche par Jacques Clément le 1er août 1589 à Saint-Cloud entre 8 et 9 heures du matin. Il meurt 18 heures plus tard, donc le mercredi à 3 heures du matin, et la nécropsie est réalisée le soir même vers 22 heures par les médecins et chirurgiens du roi. Pendant sa lente agonie, bien sûr, la plaie abdominale a été parée, ainsi qu'une suture intestinale. Mais la chirurgie intrapéritonéale, d'après M. Bonichon, n'existait pas à cette époque. C'est Jacques Guillemot qui, dans son ouvrage de 1612, Paris-Buon, œuvre de chirurgie, œuvre majeure et massive, mais où les autopsies ne sont qu'en fin d'ouvrage. Et il y a 3 nécropsies de rois de France. Cette édition de 1612 est possédée par mon ami Philippe Bonichon. Cette édition est rarissime. Les collections publiques, en particulier l'Académie nationale de médecine, ne possèdent que l'édition de 1649. Alors voici le compte-rendu de nécropsie qui ressemble à un compte-rendu moderne d'autopsie. Et en l'analysant, on voit que, en fait, ces chirurgiens, qui ont été réalisés par des chirurgiens, étaient très en avance sur leur temps. Ils savaient faire des autopsies. Alors, le rapport du corps mort du trait chrétien, c'est le début. Nous allons passer très rapidement, car c'est plus intéressant après. Le même jour, environ les 3 heures après minuit, à cause de la plaie qu'il reçut de la pointe d'un couteau au ventre inférieur, il faut comprendre en sous-ombilical, au-dessus du nombril, partie droite, donc légèrement sous-ombilical et droit, les circonstances de la mort, trait chrétien, etc. Et pour avoir très humble connaissance, donc là, il réalise l'autopsie. Un petit peu... Voilà. Après diligente visitation de toutes les parties, donc exploration, l'intestin grêle nommé iléon était percé d'outre en outre selon la largeur du couteau de la grandeur d'un pied, 32,5 cm, qui nous a été représenté saignant plus de 4 doigts, c'est-à-dire 10,8 cm, revenant à l'endroit de la plaie extérieure, et profondant plus avant, ayant vidé une très grande quantité, donc hémopéritoine. Nous avons aussi vu le mésentère percé en 2 divers lieux. Le mésentère étant plissé comme les anses grêles. Lorsqu'il est percé une fois, il est percé aussi en sait-on de l'autre côté, avec incision des veines et des artères. C'est ce qui est de plus important. Et le reste de l'autopsie est normal. C'est comme ça qu'on peut interpréter ce paragraphe. Alors, comme aussi les veines et artères, tant grosses que petites, étaient exsangues et vides de sang. Le livre de Harvey ne paraît qu'en 1628, mais la circulation du sang était connue, du moins sur le plan pratique, par tous les médecins et chirurgiens du temps, lequel, ce sang, était très abondamment sorti hors par ses plaies internes, principalement du mésentère. Donc, la plaie principale, la plaie mésentérique, est parfaitement décrite et retenue dans la dite capacité comme un lieu étrange et contre nature. On est bien d'accord qu'un hémopéritoine est tout à fait contre nature. À raison de quoi la mort de nécessité. Donc la mort était inévitable pour ces chirurgiens qui ont pratiqué l'autopsie. Et en l'espace d'environ 18 heures, advenue à Sa Majesté très chrétienne. Et là, c'est très intéressant, car la description clinique est parfaite. Elle est digne
d'un ouvrage de médecine interne de nos jours. C'est un syndrome de choc par hypovolémie progressif en moins de 24 heures. Fréquente faiblesse, douleur extrême, suffocation, nausée, fièvre continue, altération et soif intolérable avec de très grandes inquiétudes, lesquelles indispositions commencèrent peu après le coup donné et continuèrent ordinairement jusqu'au parfait et final syncope de la mort. C'est très joliment dit pour la mort, laquelle, pour les raisons et accidents susdits, quelque diligence qu'on y pût apporter, était inévitable. Alors, il y a 4 siècles, la mort était inévitable avec ce type de lésion. De nos jours, et depuis au moins un siècle, sinon 2, ça ne nous fait pas rire du tout, mais je pense que dans n'importe quel hôpital, même isolé, on pourrait réparer ces lésions mésentériques et réséquer le crâne. Alors, cette nécropsie se termine par les signatures, et vous voyez qu'il y a des médecins, très peu, et des chirurgiens aussi très peu, par rapport au personnel médical, si l'on peut dire, qui entourait le roi en permanence. En effet, c'était une période de guerre, c'était un siège de Paris où Henri III et Henri IV, ensemble, tentaient de reconquérir Paris. Bien sûr, après cet assassinat, ce siège a échoué. Il ne s'agissait pas simplement d'une guerre de religion, il s'agissait aussi d'une guerre civile entre catholiques. Ce n'était pas uniquement entre catholiques et protestants. C'est un peu compliqué, et en tout cas pour le médecin que je suis, c'est un peu difficile à comprendre. Par contre, les constatations nécropsiques, c'est plus facile, et vous voyez que, tiré du Permkopf, on voit bien les vaisseaux mésentériques, et il s'agit d'un saignement à relativement bas débit, que l'on estime, M. Bonichon et moi-même, à environ 1,5 litre en 18 heures. Donc un saignement non pas massif, mais permanent, incontrôlable, et qui a entraîné un collapsus. Donc tout était exsangue, c'était bien noté dans l'autopsie. Nous allons donc... l'analyse lésionnelle est très simple. Il n'y a eu qu'un seul coup de couteau par Jacques Clément. La pénétration intra-abdominale, mais par un petit couteau dont il s'était servi la veille en dînant avec les valets du roi avant de lui être présenté le matin, donc il n'avait pas inquiété. Les lésions étaient une perforation iléale, une plaie des vaisseaux mésentériques, nous l'avons déjà dit, avec un hémopéritoine progressif de grande abondance en 18 heures, qui est la cause de la mort, et un état de choc par hypovolémie. Le trajet du coup de couteau unique fait l'objet d'images d'Épinal bien connues. Donc Jacques Clément était un dominicain qui cachait son couteau sous le pan noir médian. Il était un peu plus petit que Henri III, qui était légèrement plus grand que la moyenne. Il était maigre, bien que s'empâtant légèrement. Il avait 38 ans, ce qui est un peu vieux à l'époque. Et l'obliquité était de l'ordre de 50 degrés vers l'arrière et de 70 degrés vers le haut et à gauche. Il n'y avait qu'une seule position possible dans la main de Jacques Clément, c'était la main droite en supination, la lame du côté radial, exactement les positions sur lesquelles on le voit sur l'iconographie populaire. La longueur du trajet lésionnel, par contre, était faible, moins de 10 cm, et c'est ce qui explique que les gros vaisseaux prévertébraux n'aient pas été atteints. Les lésions mésentériques étaient au-delà des ressources chirurgicales de l'époque, elles le sont parfaitement, bien sûr, depuis au moins les années 1850, et de nos jours, ce serait une plaie presque bénigne, si l'on peut dire. Alors, nous arrivons maintenant à la transmission de pouvoir entre Henri III, le jour de son décès, plutôt la veille. C'est ici idéalisé, mais Henri III, qui avait choisi Henri IV comme son héritier, Henri IV était son ancien beau-frère, et il a fait jurer par une sorte de conseil des ministres, donc les 45 personnages les plus importants du royaume, il a fait prêter serment d'allégeance à Henri IV. Cette succession a été difficile. Elle s'est établie après des années de guerre par Henri IV, qui a conquis son royaume à la pointe de l'épée. Henri III aussi était courageux, et Henri IV était plus que courageux, il était d'une bravoure incroyable. Alors Henri IV est assassiné
une vingtaine d'années plus tard, le 14 mai 1610, vers 16h, rue de la Fénonnerie. Nous l'avons tous appris à l'école. Par contre, la nécropsie est réalisée le lendemain à 16h. C'est donc une nécropsie précoce, dans les 24 heures, par les médecins et chirurgiens du roi. Il ne s'agit pas alors de conditions de guerre, et la nécropsie se fait dans des conditions, on va dire, normales. Alors Jacques Guimau, dans son ouvrage de 1612, le rapporte et en décrit les conclusions. Mais dans le livre de Pierre Mathieu, qui est l'historiographe officiel de Henri IV, la géographie d'Henri IV a commencé dès le début de son règne. Il a bâti sa légende de son vivant. Ce n'est pas le seul, ce ne sera pas le dernier, mais l'ouvrage de Pierre Mathieu, que voici, est publié une année plus tard, après l'assassinat, et les pages ont été écrites dans les jours de l'assassinat. Par contre, sur ce assez volumineux ouvrage, il n'y a que 4 pages intéressantes concernant la mort et la nécropsie d'Henri IV. Donc il y a des considérations sur la rue de la Ferronnerie, relativement intéressantes, car elle était étroite, malgré un édit d'Henri II qui voulait l'élargir. Plusieurs personnes passèrent entre le carrosse et les boutiques avant que Ravaillac, qui avait le manteau pendant sur l'épaule gauche, le couteau en main, son chapeau dessus pour le couvrir, ce qui paraît un détail, mais en fait ne l'est pas. Ravaillac était gaucher. Il a été maître d'école pendant quelques années, et donc on lui avait aussi appris à écrire de la main droite. C'est donc un gaucher contrarié, devenu ambidextre, et c'est ce qui explique la position dans laquelle il va assassiner Henri IV, qu'il poursuit depuis des années, en tout cas depuis plusieurs semaines et plusieurs jours, avec ténacité. Alors, Henri IV avait le bras droit sur le col des ducs d'Espernon. Il est au fond et à gauche du carrosse, auquel il avait donné un papier pour lire, car il avait oublié ses lunettes. Ravaillac lui porte 2 coups de couteau par-dessus la roue, arrière gauche, et pense lui en donner davantage, mais le duc de Montbazon, qui est son voisin de gauche un peu en avant, sur le strapontin, reçut le 3e en la manche de son pourpoint. Le 2e coup est au milieu du flanc, donc il reprend les données d'autopsie. Le roi, sentant la première blessure, hausse le bras. C'est une réaction de défense inverse et donna plus de prise à la seconde. Donc il ouvre la fenêtre de frappe, qui était déjà très importante, le carrosse étant arrêté par un embouteillage massif. C'est la charrette de foin et les tonnelets de vin. On trouva encore que le bout de la manche de son pourpoint, celui d'Henri IV, en dehors vers le poing, était percé en 2 endroits. Donc le 3e coup n'a pas atteint simplement la manche de Montbazon, mais aussi le roi Henri IV. La chemise est percée en 3 endroits parce qu'elle était plissée, et le pourpoint, c'est-à-dire la veste, en 2. Il avait donc donné 3 coups. En fait, il en aurait donné autant qu'il fallait pour l'assassiner. Alors là, on tombe dans la légende. En fait, l'hémoptysie a été immédiate, massive. À mon avis, il n'a rien pu dire du tout et il est mort dans la minute ou les 2 minutes suivantes. Alors voici le compte-rendu nécropsique dans le Guillemot. Vous voyez que là, les médecins et les chirurgiens du roi sont très nombreux. Au début, c'est comme pour une autopsie moderne, ce sont les circonstances administratives, et au milieu, c'est la description réelle des constatations nécropsiques. Alors, rapport de l'ouverture du roi, nous avons vu quand il était mort, nous passons, c'est trouvé ce qui s'ensuit. Alors, une première plaie au côté gauche, entre l'aisselle et la mamelle, sur la 2 et 3e côte d'en haut, d'entrée du travers d'un doigt, c'est-à-dire moins de 2 cm de large, coulant sur le muscle pectoral, on ne sait pas si c'est devant, dedans, derrière, vers la dite mamelle, mais c'est extra-pleural, extra-thoracique, de la longueur de 4 doigts, c'est-à-dire 6 à 8 cm, selon la taille des doigts, sans pénétrer au-dedans de la poitrine, c'est ça qui est important. C'est un homme de guerre, Henri IV, d'une bravoure absolument exceptionnelle, et donc pour lui, c'est même pas une égratignure, ça, c'est ce genre de plaie qui nous ferait bondir, pour lui c'est rien. Donc c'est possible qu'il ait dit ce n'est rien, mais c'est douteux. Alors la 2e plaie est en plus bas lieu, donc plus basse, on comprend bien, entre la 5e et 6e côte, au milieu du même côté. Donc toujours à gauche, et pour moi, donc sur la ligne axillaire moyenne.
d'entrée de 2 travers de doigts, c'est-à-dire un peu moins de 3 cm, pénétrant la poitrine, c'est-à-dire le thorax, et perçant l'un des lobes du poumon gauche, c'est la partie lingulaire du lobe supérieur gauche, et très près des éléments hilaires. C'est ce qui explique que tout est effracté et qu'il y ait une hémoptysie massive. Et de là, coupant le tronc de l'artère veineuse, c'est bien vu, on l'a appelé ensuite artère pulmonaire, et maintenant on doit dire tronc pulmonaire. Ça ne change rien au fait que là, on pouvait y mettre le petit doigt, c'est-à-dire 1 cm de calibre, ce qui est beaucoup pour une artère pulmonaire qui, certes, est à pression faible, le 5e de celle de l'aorte, mais qui a exactement le même débit que l'aorte. Exactement. Alors, un peu au-dessus de l'oreille gauche du cœur, je termine très bien. De cet endroit, l'un et l'autre poumon a tiré le sang, qu'il a jeté à flot par la bouche, donc on reprend l'hémoptysie, et de plus se sont tellement remplis qu'ils s'en sont trouvés tout noirs comme d'une échymose, donc une inondation du parenchyme pulmonaire massive, sanguine. Il s'est trouvé aussi grande quantité de sang caillé en la cavité de la dite poitrine, donc c'est un hémothorax gauche, quelque peu au ventricule droit du cœur, ça veut rien dire, lequel ensemble, les grands vaisseaux qui en sortent étaient tout affaissés de l'évacuation, pour moi ça veut rien dire non plus, et la veine cave au droit du cou, fort près du cœur, apparut noircie de la contusion faite par la pointe du couteau. Donc une échymose, un hématome par contre-coup, c'est d'une finesse extrême. Un médecin légiste de nos jours ne ferait pas mieux, à mon avis. Par quoi tous ont jugé que cette plaie était seule et nécessaire cause de la mort. Donc là, en 1610, et en 2014, ce serait exactement pareil, en dehors de conditions chirurgicales de bloc. Toutes les autres parties du corps étaient saines, et nous arrivons à la fin avec un trajet frontal, légèrement ascendant, entre les 5e et 6e côtes, atteignant le tronc de l'artère pulmonaire. C'est une coupe en TH5. Puis, la nécropsie se termine par la signature, la date, qui était dans les premières lignes, les médecins du roi, vous voyez qu'ils sont très nombreux, et les chirurgiens du roi. Alors, analyse lésionnelle, le premier coup de couteau est superficiel, sans pénétration, et pour nous, il est pratiqué, si l'on peut dire, de la main gauche. Voici Ravaillac, je suis Ravaillac, et voici Henri IV. Excusez-moi, je ne vous fais pas jouer Henri IV, ne vous inquiétez pas. Donc voici un thorax, des collections anciennes de Paris 5, devenues maintenant Saint-Quentin, et voici le premier coup de couteau. Donc Ravaillac passe par-dessus la roue, sans doute il monte sur les cieux. La fenêtre était très petite sur le carrosse, mais Henri IV est comme ceci. Donc voici le premier coup de couteau. Qu'est-ce qui se passe alors? Il sent bien qu'il n'est pas rentré dans le thorax. Il a une petite formation soldatex. Il a servi un petit peu dans l'armée, on ne sait pas trop laquelle, à un temps. Donc il sait que pour le tuer, il faut atteindre le cœur. Il reprend le couteau qu'il a laissé dans la plaie. Dans la demi-seconde, il l'introduit sur le côté, encore plus découvert qu'au début, et il essaie d'aller au cœur. Donc il a raté le cœur, certes, mais il est juste au-dessus. Il atteint l'artère pulmonaire, qui est en regard, en gros, de TH5, TH6. Et vous voyez que dans le plan frontal, légèrement ascendant et un petit peu incliné vers l'arrière, il atteint l'artère pulmonaire. Et alors là, le roi est mort. Il meurt en quelques minutes, plutôt 1 ou 2. C'est imparable et donc il est absolument impossible qu'il ait été ramené vivant au Louvre. C'est uniquement pour faire moins sinistre que la dynastie des Bourbons a d'abord interdit qu'on représente l'assassinat d'Henri IV. Il y a eu une censure pendant 2 siècles. Toutes les images sont en fait, les grands tableaux sont du 19e siècle. Et le deuxième coup de couteau est donc une plaie pénétrante intrathoracique de la main droite en supination. Il a changé de main car il était ambidextre, il était aussi habile de la main droite, mais sa main d'appel c'était la main gauche par laquelle il a commencé.
et il a mis probablement aussi le pied sur l'essieu, le pied gauche, car c'est un gaucher. Il y a eu donc perforation pulmonaire avec inondation bronchique bilatérale, massive, et la plaie du tronc de l'artère pulmonaire avec hémothorax gauche a été massif. Le roi a été vidé de son sang en quelques systoles. La pompe s'est désamorcée et de nos jours, on ne pourrait strictement rien faire sur la voie publique. Bien sûr au bloc opératoire, mais aucun chirurgien ne réalise de manière volontaire une plaie de l'artère pulmonaire pour la suturer ensuite. Alors, les seuls inconnus sont, est-ce qu'il y avait un pneumothorax gauche? Probablement pas. Un hémomédiastin? Probablement pas. Un hémopéricarde? Ils ne sont pas décrits non plus. Quand on voit la finesse descriptive des lésions, on est pratiquement certain que ces trois éléments n'existaient pas. Alors, l'anatomique pathologique est sans inconnu. La médecine légale non plus. C'est bien le deuxième coup de couteau qui a été reconnu comme la cause de la mort. La direction, de nos jours, on introduirait un stylet pour voir exactement la direction du trait, mais ça n'a pas une grande importance. Et la physiopathologie, elle est formelle. En moins de 2 minutes, le roi était mort, plutôt en une petite minute, en une quinzaine de révolutions cardiaques au maximum. Donc, on retrouve tous les signes cliniques décrits à l'époque, l'inondation bronchique bilatérale, l'hémoptysie et l'hémothorax gauche, et il y a eu désamorçage de la pompe cardiaque. Notre deuxième conclusion, c'est que l'iconographie de la scène de crime est toujours incorrecte. La position exacte de Ravaillac est inconnue, mais la position des mains peut être déduite. Notre reconstitution de la position d'abord de la main gauche, puis de la main droite, nous paraît la bonne. Je ne l'ai trouvée décrite nulle part, ça ne veut pas dire que j'ai formellement raison. Et la position exacte du roi, par contre, est parfaitement historique et elle est bien connue puisqu'il était coincé entre ses voisins dans un lourd carrosse étroit dont tous les occupants étaient connus. Les quelques incertitudes sont liées au carrosse qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de musée des carrosses en France, en tout cas pas le carrosse d'Henri IV, qui était d'ailleurs la copie du carrosse de Sully. Et les caractéristiques de la roue arrière gauche iraient ensemble, mais on n'est pas au cinéma. Il s'agissait donc d'une plaie de l'artère pulmonaire. Au-delà des ressources chirurgicales de l'époque, nous sommes au tout début du XVIIe siècle et à l'heure actuelle également en dehors de conditions chirurgicales. Et voici la dernière photographie. Donc c'est la mort d'Henri IV sur un grand tableau du XIXe siècle, et à part qu'Henri IV est représenté mort et que Ravaillac est arrêté, absolument tout est faux. La position d'Henri IV, le carrosse qui ne comportait que de petites lucarnes, le cheval, il n'y en avait pas justement, comme la rue était encombrée, ils étaient tous passés par les rues à côté, le cimetière des Innocents, et Ravaillac est resté comme une statue, sidéré par son geste, et aucun effort n'a été nécessaire pour l'arrêter. La personne qui l'a bousculé sur le pavé n'a jamais existé. Les enfants, il n'y avait pas la place dans cette rue encombrée, étroite, avec une garde royale. Et là, les gardes c'est n'importe quoi. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.